Bonsoir et merci de nous retrouver dans la surface de vérité. L'invité du jour, il voulait le trône du palais présidentiel de Kosiam. Il a eu finalement le bonheur du chef de file de l'opposition politique. C'est le président du CDP et nouveau chef de file de l'opposition politique, Edi Komboigo, que nous recevons dans le fauteuil blanc. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, objectif Kosiam, résultat CFOP finalement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec ou une demi-victoire? C'est la démocratie. Nous avançons avec les forces et les faiblesses de notre organisation. Ce qui est certain, ce qui reste dans notre tête, c'est que nos militants ont mouillé le maillot. Ils méritaient la victoire, mais notre résultat nous a été servi. Nous prenons acte pour que la paix continue au Burkina Faso, une paix déjà mise à l'épreuve par les attaques terroristes. Vous êtes toujours dans la contestation des résultats. Pourquoi? Je ne suis pas dans la contestation. Les premiers contestataires sont aujourd'hui installés auprès du président Kaboré, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Entre la réalité et ce qui a été servi, je ne crois pas que l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle se soient concertés pour dire des bêtises. Mais nous avons été approchés par des médiateurs qui ont reconnu qu'il faut aller dans le sens de la recherche de la paix au Burkina, ce que nous avons accepté de faire. Cela ne veut pas dire qu'il y a eu des irrégularités assez fortes, capables d'entacher la crédibilité du scrutin. Est-ce que c'est moi seul qui l'ai dit? Nous avons fait 2 déclarations pendant la publication des résultats. Lu par le président du mois de l'accord politique Tahirou Barry, sous la supervision du chef de file de l'opposition de l'époque, Zéphirin Diabré. Et parmi tout ce qui a été relevé comme irrégularité, vous le savez, je ne voudrais pas remuer la plaie, mais nous avons dit que déjà, dans l'enrôlement, il y avait des insuffisances, parce que sur un enrôlement où on a exigé la carte d'identité au Burkina Faso sur le territoire national et la carte consulaire a été rejetée au niveau de la diaspora. Cela a mené à enrôler moins de 1% de la diaspora. Une diaspora attendue de 25 millions, on a eu environ 23 000 enrôlés. Ensuite, il y a eu les achats de conscience. Vous avez vu l'ensemble de ces cartes d'électeurs achetées comme des tomates. Nous avons dénoncé tout cela. Nous avons vu l'organisation, pendant les élections, comment la CENI s'est pris un peu tard pour que les bulletins de vote n'arrivent pas dans certains bureaux de vote à temps. Certains bureaux de vote n'étaient pas ouverts à temps. La cartographie n'a pas été respectée. Si on vous dit d'aller à l'est, vous allez alors qu'on va ouvrir le bureau au nord, c'est sûr que vous ne retrouverez pas votre bureau de vote. Toutes choses qui ont taché la sincérité des résultats. Et ce n'est même pas tout. Pas suffisant quand même pour remettre en cause ce n'est pas, je ne suis pas le seul. La déclaration dit toutes choses qui ont entaché la sincérité des résultats. Ensemble, nous l'avons dit. Alors, il faut être conséquent envers soi-même. Lorsqu'on est dans un processus, même pas électoral, dans toute opération que l'on fait, la construction d'une maison, la démarche, dans toute étude, dans tout ce que vous faites, vous définissez les règles et qu'à un certain moment donné, vous vous rendez compte que les règles n'ont pas été respectées et que le fait que ces règles n'aient pas été respectées ont entaché d'une manière significative les résultats visés, obtenus. La conséquence, c'est de porter des réserves conséquentes ou de rejeter. Voilà. Donc, on était logique jusqu'au bout. Maintenant, la médiation des uns et des autres a permis à ce que certaines baissent le ton et optent tous options pour la recherche de la paix, le maintien de la paix au Burkina Faso, au détriment de nos intérêts purement personnels et égoïstes. Mais en définitive, c'est le peuple burkinabé qui a été insulté.
Ah oui, vous pensez? Parce que si on ne respecte pas le choix, Non, la vérité des urnes, encore une fois, voyez-vous, même ces irrégularités, pensez-vous vraiment que ça allait changer les résultats? bien sûr, Les urnes? puisque on l'a dit. Vous savez, lorsque... Est-ce que vous pensez que ce CDP, aujourd'hui, était capable je vous dis de que battre le MPP avec tous ses moyens? le CDP demeure, même jusqu'à aujourd'hui, le premier parti du Burkina. Vous Le savez, premier parti du Burkina, vous pensez? je vais vous dire la chose. C'est le premier parti du Burkina. Le CDP est ancré. bon? Il n'y a aucun parti qui est ancré dans les provinces et dans les villes plus que le CDP. Ah, mais c'est les résultats des urnes qui comptent. Ah ben, est-ce que c'est les résultats des urnes qui ont été servis? Nous avons dit que ce ne sont pas les résultats des urnes qui ont été servis. et donc, c'est pourquoi nous disons, nous n'allons pas aller réveiller des plaies, avançons. Ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Faisons en sorte que demain, ce qui est passé n'arrive plus. Nous travaillons dans ce sens-là. Nous devons construire une démocratie de confiance. Démocratie de confiance, c'est-à-dire cela suppose que nous respectons déjà les textes que nous avons votés. En tant que législateur, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut aller dans ce sens. Allez, vous sembliez justement très sûr en allant à ces élections de 2020. Finalement, quels enseignements vous en tirez? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il faut, en politique, il faut transcender parfois. Il faut transcender pour l'intérêt supérieur de la nation. Il y a l'intérêt personnel, il y a l'intérêt du groupe et il y a l'intérêt général. C'est vrai, nous travaillons, un parti politique est là, il travaille pour la conquête du pouvoir. Il y a des contingences qui arrivent aujourd'hui et qui nous amènent à dire, soyons réalistes, si nous acceptons, nous recherchons la vérité des urnes, alors que la CENI n'était pas capable de nous faire une compilation manuelle de 90% des électeurs, des élections, des CCCR, c'est qu'on est des comités de compilation, communal de compilation des résultats, CCCR, qui sont partis dans tous les sens, où il fallait reprendre les élections à zéro, où il fallait contester tout. Donc, on nous a dit, voici les résultats. Nous avons fait préférer la voie judiciaire. Nous sommes allés devant le Conseil constitutionnel, ne serait-ce que pour la partie législative. Vous savez, la partie présidentielle, il y a eu 200 bureaux de vote qui ont été annulés, sans qu'il y ait une plainte. Il faut aller demander au Conseil constitutionnel, aux gens qui se disent juristes et qui sont assis là-bas, comment il n'y a pas eu de plainte et que vous annuliez 200 bureaux de vote. Ils vont vous le dire. Deuxièmement, il faut leur demander pourquoi, avec des plaintes sur constat d'huissier que le CDP a eu à faire, nous sommes allés à la CENI. Sur la base des irrégularités, nous avons fait constater par des huissiers. Et nous avons saisi le Conseil constitutionnel, qui a reçu les saisies par 10 circonscriptions, 10 provinces, en la forme. Et ce Conseil constitutionnel a annulé 289 bureaux de vote. Et comme je vous l'ai dit, 289 bureaux de vote, ça fait théoriquement 144 500 voix. Oui, mais on s'était entendu, il y avait le contexte sécuritaire, on s'est entendu. Mais attendez, mais pourquoi on annule? Vous annulez pourquoi? C'est qu'il y a une irrégularité. Il y avait un rapport sécuritaire qui était fait? Non. Ces bureaux de vote étaient déjà nuls. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses à leur place. Nous avons adopté un code électoral qui dit que 2 mois ou 3 mois avant, on doit sortir la cartographie des bureaux de vote. Donc, on aurait déjà identifié les bureaux de vote qui ne devraient pas être ouverts. Donc, il ne s'agit pas de ces bureaux de vote. D'accord. Il s'agit des bureaux de vote qu'ils ont trouvés irréguliers et les ont annulés. Et ils les ont annulés sans qu'il y ait une incidence sur le nombre, la répartition des députés. C'est ce qui est reproché à la CENI. D'accord. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut changer dans les règles du jeu pour que les choses soient justes? Nos mentalités, l'honnêteté de l'homme politique. Respecter ce que nous avons écrit. Lorsqu'on dit qu'il faut faire une compilation manuelle et ensuite une compilation électronique, il faut respecter. Il aurait fallu que dans chaque commune, on s'asseye sur un tableau synoptique, on relève les candidats et les différents bureaux de vote, on répartisse les voix, on prenne une calculatrice, on fasse le calcul,
on arrête les totaux. Et que l'on remette ça sur un ordinateur, c'est le calculateur, quel logiciel comme Excel aurait suffi. Et puis, on a les résultats. On tire sur un feuillet les résultats de l'ordinateur, on a un feuillet, les résultats que nous avons calculés manuellement. On compare. S'il y a des erreurs, on recherche les erreurs et on arrive à faire coller les deux résultats. Et les deux résultats, les deux feuillets, sont envoyés à la CENI pour être lus. Je crois que si les choses étaient passées comme ça, on construirait une démocratie de confiance. À ce moment, personne n'aura à contester quoi que ce soit. Parce que c'est aussi au vu de tous. Puisque nous avons accepté que dans chaque CCCR, il y a les représentants de chaque candidat. Il n'y a pas de raison de contester. Mais lorsqu'on fait dans un système électif, il y a 90% des centres de compilation qui n'ont pas de résultat de compilation manuelle, c'est que déjà une volonté de ne pas servir la vérité des urnes. C'est ce que nous contestons et nous allons travailler à ce que la prochaine fois, ce ne se passe pas. Nous avons dit qu'il ne fallait pas donner les résultats à jour J+1. Ce n'est pas de la précipitation. Mieux vaut faire 2 ou 3 jours de plus, ou même une semaine de plus, et mettre tous les candidats en confiance, de sorte que, au lendemain de vos résultats, ceux qui ont perdu appellent immédiatement celui qui a gagné et félicite. Et la vie continue. D'accord. Voilà. Plus de précautions donc pour les prochaines fois. Mais déjà, pour les municipales, on va vers un report pour mai 2022, une prolongation du mandat des maires. Le gouvernement l'a demandé justement au pouvoir législatif. Alors, une sorte de lenga pour les maires, comme on le dit. Et visiblement, vous semblez contre. Non, ce n'est pas que je suis contre ou pas. Je vous ai dit qu'il faut que notre pays et nos acteurs politiques respectent les textes que nous votons et les règlements que notre pays signe. Il y a le protocole de la CEDEAO portant sur la démocratie, les élections, je ne sais plus quoi encore. En tout cas, ce protocole dispose que 6 mois avant les élections, l'on ne peut pas changer quoi que ce soit dans l'organisation. Code électoral, les dates, les ci, les ça. Aujourd'hui, je pense que c'est en mai que les élections municipales devaient se faire. Le protocole dit que si on venait à changer, il faut une adhésion massive des acteurs politiques, c'est-à-dire aussi bien de l'opposition comme de la majorité. Nous avons été étonnés de voir que le gouvernement est allé prendre un projet de loi pour reporter sans que ce cadre de concertation, qui était comme nous avons eu l'intelligence de le faire en 2018-2019, entre majorité et opposition, qui était ce qu'on appelait le dialogue politique, se soit réunis. Ce sont les acteurs politiques qui auraient donné leur avis favorable pour que ensemble, on dise, bon, ça a requis l'avis favorable de la majorité des acteurs politiques et donc on peut reporter. Le projet de loi est là comme ça. Non, l'Assemblée. Vous êtes à l'Assemblée. Mais l'Assemblée ne regroupe pas l'ensemble des partis politiques. L'Assemblée regroupe quelques partis politiques qui sont parlementaires. Nous avons 207 partis politiques. Je ne crois pas qu'il y a plus d'une vingtaine de partis politiques qui soient représentés à l'Assemblée. Environ une vingtaine. Voilà. Donc, vous voyez que l'écart est assez gros. Mais en permettant de mettre l'APMP, l'Alliance pour des partis et la majorité présidentielle, et de l'autre côté, le CEFOP, qui va mettre certainement un cadre de concertation et réunir l'ensemble des partis de l'opposition, ça permet de faire une parité et de venir échanger et défendre l'intérêt supérieur de la nation. C'est-à-dire, si nous estimons qu'il est nécessaire et qu'il y a des raisons objectives d'un report, eh bien, ils vont reporter. Les raisons, justement, parlons-en, le code électoral et le code général des collectivités, ce sont les raisons. Mais quelles raisons? C'est vous qui voulez les changer.
Mais est-ce que tout le monde veut les changer? Est-ce que tout le monde est au même niveau d'information? Vous ne pensez pas qu'il y a un besoin du toilettage du code électoral aujourd'hui? Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que le gouvernement est allé vite en besogne. Il aurait fallu, s'il avait trouvé vraiment qu'il y a une nécessité, il fallait attendre que le CFOP soit installé, que l'opposition soit installée, que la majorité soit installée, et que l'on pose le problème au niveau du dialogue politique. Peut-être ça allait être une décision collective, c'est ce qui allait faciliter la rédaction d'un projet de loi et que ce projet de loi allait être adopté à l'unanimité. C'est donc le process, la volonté de suivre la procédure qui a manqué. C'est la démarche que vous contestez. C'est justement ça. Et là, la vision par rapport au redécoupage, c'est pertinent, non? Je ne sais pas comment, je n'ai jamais été consulté par qui que ce soit pour redécouper quoi que ce soit. Donc, je suis là. D'accord. Parlons donc du CFOP. Vous vous sentez vraiment dans la peau du CFOP? Vous n'avez pas l'impression? C'est vrai? Vous voulez voir un CFOP qui est dans la misère, qui peut-être transpire ou qui a poussé des boutons. Ça ne me ressemble pas. Non, nous sommes à l'aise pourvu que nous sentions que nous servons notre peuple. Vous ne faites pas partie des partis qui ont tapé à la porte de la PMP, récalé, parce que là, les dossiers ont été, d'après les responsables de la PMP, suffisamment analysés. Il y a des dossiers qui ont été jugés pas sérieux, qui ont été récalés, des partis, je veux dire. Je suis chef de file de l'opposition, je ne suis pas à PMP. Il faut aller demander ça aux gars de la PMP. Vous n'avez pas tenté d'y aller? Vous avez, j'ai l'impression de quelqu'un qui devait être tenté d'y aller. Je vous dis que je suis sûr que je suis le premier parti, le plus grand parti du Burkina Faso. On a beau recombiner les choses. La théorie des baobabs s'y est née. Je comprends un peu les uns les autres de courir pour chercher l'autre baobab, pour se lier, pour dire, bon ben voilà, si l'autre baobab vient vers nous, eh ben nous allons pouvoir cultiver le baobab CDP. Mais ce n'est qu'une vision d'esprit. Et nous allons le démontrer dans les 5 années à venir. Eh oui. Ben, certainement. Vous pensez que Zéphirin, c'est une erreur d'aller à la PMP? C'est peut-être les branches de baobab qui sont allées à la PMP, les racines vont repousser, ils vont aller vers le... Zéphirin Diabré, il n'aurait pas dû? Mais ça, c'est son problème. C'est lui qui a choisi d'aller et nous respectons son choix. Maintenant, les militants restent des militants. Il peut aller choisir d'aller à la PMP, les militants vont choisir de venir à l'opposition. C'est un travail qu'il faut faire sur le terrain. D'accord. Alors, le CFOP aujourd'hui, est-ce que ça pèse véritablement? C'est une dizaine de partis non affiliés au CFOP? Non, il y a environ une trentaine de partis qui se sont déclarés à l'opposition. Déclarés, mais affiliés au CFOP? Il n'y en a pas de raison d'affiliation ou de non-affiliation. Si on est de l'opposition, notre constitution est assez claire. On ne reconnaît que le chef de file de l'opposition. Il nous appartient de nous ouvrir aux autres partis de l'opposition. Et vous allez voir, dès la semaine prochaine, nous allons faire un communiqué, on va les inviter à une concertation. Celui qui veut, il vient, celui qui ne veut pas, il ne vient pas. Mais on ne peut pas aller créer un autre cadre en disant affilié à qui? Il n'y a pas d'affilié, il n'y a pas de non-affilié. Il y a non-affiliés, l'ONA par exemple. Est-ce qu'il y a à la PMP, il y a majorité non-affiliée à la PMP? Vous voyez, il ne faut pas transgresser nos textes. Je vous ai dit, nous intellectuels, ce qui nous manque, c'est le sérieux dans ce que nous faisons. Lorsqu'on écrit un papier, il faut respecter. La Constitution reconnaît le chef de file de l'opposition. Et donc l'opposition est disant, lorsque je veux parler avec l'opposition, j'ai une personne. Mais il nous appartient d'avoir cette intelligence, de recevoir tout le monde. Il n'y a pas de raison pour que Edi Komboïgo, chef de file de l'opposition, n'accueille pas ceux qui veulent se disent de l'opposition. Il reste que c'est quand même une opposition aujourd'hui assez chétive, non, face à la mastodonte, au poids lourd. Aujourd'hui, la PMP pèse encore plus lourd, non? Vous avez l'impression? Et on regarde le rapport de force. Oh, vous savez, ce n'est pas le nombre qui fait la force. Vous savez, on peut être seul et intelligent, plus organisé, plus structuré, plus compétitif que ce que nous voyons. Vous savez, ce sont des impressions. Vous allez voir les mois et les années à venir, les forces vont se révéler. Il y a qu'à regarder un peu dans la sous-région, c'est-à-dire où on a négligé une certaine opposition.
juste pour des raisons qui n'en valaient pas la peine, des raisons subjectives, ça a pris un état. Je veux parler du cas Sénégal. On en vient justement, mais justement pour le donc, cas. Voyez-vous, donc il ne faut pas vous tromper. Vous allez faire quel type d'opposition? En disant nous sommes à la majorité. Beaucoup plus d'agitation. Ils vont à la majorité pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils vont apporter quoi à la majorité de plus? Parce qu'on se demande comment sera justement cette opposition, ce CFOP dans l'action. Quelle action vous voulez? Mais est-ce qu'on va rester dans les conférences de presse? Est-ce qu'on va faire le terrain? On sera beaucoup plus le terrain. Comment ça va se faire? Je ne suis pas favorable à une conférence de presse hebdomadaire. Je vous dis tout de suite. Mais il ne m'appartient pas de décider seul. J'ai déjà un plan d'action que je vais soumettre aux opposants que je vais convoquer la semaine prochaine et requérir leur avis. Nous allons définir les voies. On fera une conférence de presse. Parce que serez conviés. On pense qu'au nom de la réconciliation, le CDP pourrait faire en sorte que l'opposition ne soit pas suffisamment active et joue son rôle de contre-pouvoir. Pourquoi? Au nom de la réconciliation, puisque... La réconciliation veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'alternance, qu'il n'y a pas de démocratie? Une forme de démocratie consensuelle, parce que vous avez à cœur de faire entrer les exilés politiques. Mais ce n'est pas que nous seuls, c'est le peuple burkinabé qui demande à ce que les exilés politiques rentrent chez nous. Ce n'est pas le peuple. Ça ne fait honneur à personne, même pas à Roch-Marc Christian Kaboré, de savoir que sous sa gouvernance, il y avait des exilés politiques à l'extérieur du pays. Comment il veut écrire les pages de l'histoire de son pays quand il était président? En disant oui, écoutez, il y en a qui sont à l'extérieur, il y en a qui sont à l'intérieur, les gens se regardent en chaîne de faïence, ça ne l'honore pas lui-même. Donc vous allez faire quel type d'opposition? Une opposition républicaine. C'est-à-dire, c'est ce que Zéphirin a fait, non? Quand il faut s'opposer, on s'opposera. Voyez-vous, le contre-pouvoir n'est pas forcément... C'est ce qui a été fait pendant les 5 ans passés. Non, ce n'est pas forcément aller contre le pouvoir en place. Quand les décisions sont bonnes à prendre, il faut accompagner. Quand ce n'est pas bien, il faut avoir le courage de le dire également que ce n'est pas bien. Et on le dira, s'il est nécessaire de le dire. Voilà. D'accord. Réconciliation nationale, triptyque, vérité, justice et réconciliation. Vous êtes dans cette dynamique? Nous avons des réconciliations nationales. Il vous souviendra que notre parti fait partie de ce qu'on appelle la CODER, une association qui a été créée en 2016. Nous avons appelé à la réconciliation en premier. Un document a été fait, a été envoyé au président Kaboré à l'époque. Il n'y a pas eu de suite. Lorsque je suis sorti de prison, finalement, m'avait mis en prison. Je suis là aujourd'hui. Je suis revenu à la tête du parti. J'ai travaillé à ce que ce document soit élargi à l'opposition tout entière. Donc, nous avons adhéré au cadre de concertation. Nous avons ramené le document au cadre de concertation. Nous avons travaillé longuement à convaincre les partis de l'opposition une nécessité que le Burkina se réconcilie avec lui-même, que les Burkinabés se réconcilient avec eux-mêmes. D'accord, mais quelle voie? Oui, mais justement, nous avons donc conçu un document, amendé le document de la CODER, et nous l'avons transmis au président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a souhaité également que la PMP en fasse autant. La PMP en a fait. Il nous avait invités en début 2020 de nous concerter pour qu'il y ait un seul document. Ce qui a été fait. Et dans ce document, à peu près, cette réconciliation n'aurait pas dû durer plus de 3-6 mois. Commencer en mars et se terminer avant les élections. Le restant, si on se dit la vérité, justice est faite, on se réconcilie, qu'est-ce qui reste? C'est peut-être dédommager les victimes. Le dédommagement des victimes, un simple ministère de l'action sociale ou un ministère des Finances aurait suffi. On n'avait pas besoin d'un ministre d'État pour charger de la réconciliation pour vous? Mais moi, Edi Komboego, président, je n'en aurais pas besoin. Vous n'en avez pas besoin? Pour le suivi des dédommagements.
Maintenant, moi, je ne suis pas Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, d'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes dans la logique vérité, justice et réconciliation, c'est bien ça? Nous sommes dans une logique de réconciliation dont le document, le mémorandum a été transmis au président Kaboré et nous attendons une suite. Et qui dit quoi ce document? Vérité, justice et réconciliation? Oui, mais... Ou justice transitionnelle? Non, on a dit vérité, justice, réconciliation. D'accord. Mais nous avons dit de quelle justice il faut. Nous avons parlé de justice transitionnelle. Partant du constat que la justice classique prend du temps. C'est pourquoi des dossiers que vous appelez le plus souvent des grands dossiers, des dossiers emblématiques, Norbert Zongo, Thomas Sankara et autres, n'ont toujours pas trouvé de solution. La question qu'il faut se poser, c'est de dire, nous entrons dans le triptyque vérité, justice et réconciliation. Si nous restons dans la justice classique, le droit commun et en pénal, et que ces dossiers ne sont pas vidés le plus tôt possible, que fait-on? Est-ce qu'on se réconcilie ou pas? Non, mais ce n'est pas forcément lié. Ah oui. Ce n'est pas forcément... C'est vous qui avez dit vérité, justice et réconciliation. Ça prendra peut-être le temps qu'il faut, mais c'est ce que il faut y aller. C'est forcément lié. Ça veut dire que s'il n'y a pas vérité, il n'y a pas justice et il n'y a pas réconciliation. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est pourquoi nous disons, nous pouvons rester dans le triptyque vérité, justice et réconciliation, parce que nous ne pensons pas que quelqu'un soit au-dessus de la justice. Non, on le dit très sincèrement. Mais en reconnaissant certaines limites de certaines juridictions, et comme nous avons... Est-ce qu'il y a des limites? Il suffit juste, par exemple, dans le cas de la réconciliation, de demander à ce que les moyens soient mis à la disposition de l'appareil judiciaire pour faire avancer les dossiers. Il manque de moyens. Je vais vous prendre le cas d'un crime, un crime humain. On dit, telle personne a été tuée par balle. OK. Il faut retrouver la balle. Il faut retrouver l'arme. Il faut retrouver le propriétaire de l'arme. Il faut savoir si le propriétaire de l'arme était sur place. Sinon, ou bien l'arme a été subtilisée et volée par qui était sur place. Et même dans le tir, il faut montrer par des études balistiques, parce qu'il peut y avoir des tirs qui peuvent ne pas provoquer la mort, et que l'arme est passée à tel lieu et que ça a vraiment créé la mort de la victime. Et parfois, on dit qu'il n'y a pas de moyens. Ce sont des études scientifiques, techniques, poussées, parfois. On dit qu'il faut donner les moyens. On donne les moyens à la justice, on fait une analyse, on voit et dépose un rapport. Et comme nous sommes dans une démocratie, dans une juridiction de démocratie, la victime a des avocats, l'accusé également a des avocats. Il y a l'équité. Et donc, quand l'un des avocats, l'avocat de la victime, tente à montrer que telle personne est le coupable se dit, nous sommes dans une démocratie où le moindre doute profite à l'accusé. Je vais mettre le doute dans la tête du juge et je vais demander une contre-expertise. On comprend que ça c'est nous. Voilà, je vais mettre une contre-expertise et on retourne, et on prend du temps encore, on fait une analyse, on revient. Et s'il y a le moindre doute, on demande une expertise. Et c'est pour ça, parfois, certains dossiers ne trouvent pas de solution. Et c'est parce que nous sommes dans une justice classique. Donc, il faut étudier les dossiers au cas par cas, peut-être. Nous pensons qu'il y a certains dossiers, il y a certaines choses qu'il faut regarder. Si on peut trouver une justice transitionnelle inspirée de nos traditions, où les gens vont se parler, se dire la vérité, se pardonner, ce serait bien. Parce que si nous hypothéquons la réconciliation, du seul fait que l'absence de justice, ou de justice classique, parfois, si le juge même tranche en faveur, par exemple, du coupable, la personne que vous prenez comme coupable, vous allez dire non. Parce que dans notre subconscient, et ce qui est passé dans notre conscience, on a déjà trouvé notre coupable. Et si la justice venait à dire un non-lieu, prononcer un non-lieu, la société a tendance à se retourner. Et pourtant, c'est la justice de droit. Voilà, toute cette complexité nous amène, en tant qu'ancien professeur à l'université de Ouagadougou, de dire attention, là où nous allons,
nous risquons d'aller, de traîner encore dans cette réconciliation. Et nous n'avons pas le droit d'échouer. Ok. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Cette réconciliation n'a pas le droit. Et Zéphirin Diabré et les autres, y compris moi-même, nous n'avons pas le droit d'échouer. C'est une affaire de tous. Donc il faudrait que l'on se parle, on s'écoute, on agisse ensemble. D'accord. Le premier pas du quinquennat, justement, comment vous l'appréciez de façon globale? Je ne vois rien, il n'y a rien qui a été posé comme acte déjà. Il y a la réconciliation qui est engagée, c'était une priorité. Qu'est-ce qui a été réconcilié? Le fait de nommer un gouvernement, c'est absolument rien. On voit un ministre d'État qui fait des concertations tous azimuts. Moi, je ne m'en pas encore concerté. Je viens de recevoir une lettre qui souhaite rencontrer le cadre de concertation ce soir. Mais je n'ai même pas encore vu les cadres de concertation parce que j'attends que le ministère de l'administration territoriale publie la liste des partis qui se sont déclarés à l'opposition pour que je les convoque pour créer le cadre de concertation du chef de file de l'opposition. Donc, vous ne voyez rien? Mais attendez, il a combien de temps? Dans D'accord. quelques jours, il aura 100 jours, on reviendra pour critiquer. D'accord. Vous voulez que je dise quoi déjà? Bon, moi, il est clair que pour ce quinquennat, on passera à la 5e République. Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas président du FASO. C'est dans l'agenda. De qui? Bien sûr, c'est un document qui est concocté, qui est dans les pipelines. Pas dans mon agenda. Vous n'en voulez pas, la 5e République? Y a-t-il une raison d'aller à une 5e République? Ah bon, vous pensez qu'il n'y a Je pas de vous raison? pose la question. Donnez-moi une raison objective d'aller à une 5e République et non subjective. Vous n'en voyez pas? Je pense que qui est qu'au regard de tout ce qu'on a vécu, semble avoir fait un travail colossal de modification de la Constitution. Et nous avons donné une Constitution que nous avons, outre mesure, appliquée. Il y a des perspectives, par exemple, par rapport à la diaspora qui devrait pouvoir avoir ses représentants à l'Assemblée. Le premier, mais ça, on peut important. modifier la Constitution. On n'a pas besoin d'aller à une nouvelle République. Est-ce que... Ce n'est pas nécessaire à votre avis? C'est de l'argent gaspillé le plus souvent pour rien. D'accord. Mais enfin, je ne suis pas le seul. Si le peuple estime qu'il faut aller à une 5e République, mais bon, moi je ne vois pas une raison objective. Tout ce qui se dit aujourd'hui est purement subjectif. Et je suis méfiant de tout ce qui Rochma Christian Kaboré, 2025, vous avez des craintes aussi? Parce qu'au sein de l'opinion, on entend un peu ces craintes-là déjà. Des craintes de quoi? Rochma Christian Kaboré pour être candidat en 2025. Il faut lui demander s'il est candidat. Il a fait un discours, il a dit en fin d'année, je pense que c'était pour la fin de l'année, ou le 1er janvier, j'entame le premier jour de mon second et dernier quinquennat. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas nous qui avons écrit le discours, c'est lui et puis ses autres, ses amis. Ailleurs, on a entendu ce type de discours, mais par la suite. Mais attendez, c'est lui et ses amis qui écrivent. Moi, je ne fais que constater, écouter. Bon, si vous allez lui prêter des intentions, peut-être que vous allez lui mettre dans la tête qu'il peut chercher un 3e mandat. Puisqu'il y a justement une 5e République on a vu cette sortie quand même du professeur de droit constitutionnel, Aboulaye Soma, qui est lui, il fait des avec si on peut mettre Ouagadougou dans une bouteille. Moi, je ne suis pas dans les... Moi, j'attends quand le problème va se poser, et bien, on va discuter. D'accord. Des craintes aussi pour le Sénégal, non? Là aussi, on prêterait des intentions à Macky Sall. Et du coup, déjà, on pense que c'est cela aussi qui justifierait cette attitude vis-à-vis de l'opposition, notamment Ousmane Sonko. Non, moi je pense plutôt à une morosité économique amplifiée par une situation de pandémie. C'est peut-être la goutte d'eau? Non. L'affaire Sonko. Vous savez ce qui arrive, ce que le Sénégal vit aujourd'hui, le Burkina le vit, le Mali, la Côte d'Ivoire, tous les pays. Une morosité économique. Les gens parlent de taux de croissance, mais sans incidence sur le panier de la ménagère, sans incidence sur la qualité de vie des populations. Avec une jeunesse qui perd ses repères, qui n'a pas d'emploi. On parle de modernisation de l'école, le système éducatif, sans que les jeunes aient de l'emploi. Nous avons un taux de chômage. Personne, regardez dans nos pays, personne n'ose donner le taux de chômage des jeunes.
Ailleurs, ça s'estime en taux. Chez nous, là, on ne parle même plus de taux. Tellement tout le monde est au chômage. On aurait dit 80% de jeunes chômeurs. Est-ce que vous comprenez alors? Quand vous faites un petit concours pour recruter les jeunes, vous voyez, pour un poste, vous avez 500 candidats. C'est assez inquiétant. Ça craint quand même avec ces effectifs qui triplent très vite au niveau des universités publiques. On se dit comment on fait justement pour permettre à tous ces jeunes-là de se trouver un emploi. C'est une grande question. Il faut avoir le courage de reposer le problème de l'éducation. Vous savez comment tuer un pays? C'est laisser son peuple dans l'ignorance ou faire semblant de l'éduquer ou de le former. Donner une formation qui ne répond pas aux attentes de l'évolution économique. On en forme des sociologues, je n'ai rien contre les sociologues, les psychologues, des juristes, des économistes. Est-ce que notre pays a autant besoin? Est-ce qu'on n'a pas besoin de ce que vous appelez petits boulots, des CAP ou des BEP en maçonnerie, en peinture. Encore faut-il les accompagner, parce que le peu déjà qui sort de ces écoles de formation professionnelle n'arrivent même pas à s'en sortir. Vous regardez les écoles des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Où sont les écoles techniques? Il n'y en a pas. Et c'est des formations généralistes. Et aucun chef d'État, aucun gouvernement, aucun il y a des lycées n'a professionnels. le courage de toucher le fond du problème, c'est-à-dire la formation. Il faut toucher, tant que vous n'allez pas toucher la formation et promouvoir l'auto-emploi, il y aura toujours le chômage. Le peu d'expérience en matière de formation professionnelle, justement, montre aussi ses limites, parce que des jeunes sortent du centre de référence de Ziniaré, du lycée professionnel, etc. Et vous savez, ils sont en chômage. Ils ne s'en sortent pas. Il y en a qui cherchent encore à faire des concours de la fonction publique. Non, il faut me les trouver. Moi, je les cherche, je ne les trouve pas. Ah bon? Oui. Je les cherche, je ne les trouve pas. On vous trouvera une liste, on en savez, connaît. Il y a déjà quelques années, ils avaient fait une manifestation du côté de Ziniaré parce qu'ils voudraient avoir l'équivalence de leur diplôme pour pouvoir participer à des concours. Des concours de quoi? De la fonction publique. Mais la fonction publique, ce n'est pas une fin en soi. La fonction publique, ce n'est pas là où... Puisqu'ils n'ont pas de perspective. Mais parce que il faut aussi les accompagner. Dans la formation, vous leur avez fait croire que la fonction publique, c'est une sécurité professionnelle. Et si vous y êtes, vous travaillez pendant 15, 20 ans, jusqu'à votre retraite, vous ne risquez pas d'être renvoyé un jour ou l'autre, parce que dans les privés, c'est plus exigeant, c'est plus ceci, c'est plus cela. Mais il faut mettre dans leur tête que la vie est un combat. Et que vous soyez, si vous voulez gagner votre vie, c'est certainement pas dans la... Et ce combat, le peuple sénégalais le mène actuellement pour sa survie. Pour quelle survie? Il mène quel combat pour quelle survie? Vous reconnaissez que ça ne va pas au Sénégal? Je dis que c'est une morosité. C'est une morosité globale, issue également de la formation. Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol de la population sénégalaise? Ce n'est pas qu'au Sénégal qu'il y a le ras-le-bol. D'accord, ok. Au passage, les salles de massage, vous les fréquentez? Non, pas du tout. Non? J'ai un masseur professionnel qui est là. C'est risqué hein, pour vous en politique. Mais c'est un garçon, rassurez-vous. D'accord. La Côte d'Ivoire aussi, avec, en difficulté aussi, on le voit avec ses premiers ministres, récemment avec le décès de... C'est vraiment dommage et triste. Ahmed Bakayoko. Je m'incline sur la mémoire d'Ahmed Bakayoko. C'est un ami, c'est un homme que je connais. Je l'ai vu la dernière fois en 2020. On a échangé longuement. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Je suis allé saluer d'ailleurs le décès de Gon Coulibaly. Et ensuite, il m'a reçu, nous avons échangé. C'est dommage que nous perdions autant d'hommes politiques de grande qualité qui se sont donnés à fond. On peut prier Dieu que leurs âmes reposent en paix. Et profite de présenter toutes mes condoléances au président Ouattara et à l'ensemble du peuple ivoirien. Leur dire que
CDP que je dirige, et l'ensemble de l'opposition, sont tous solidaires au peuple ivoirien. Nous souhaitons que ce genre de choses n'arrivent pas. Mais Dieu a planifié et qu'on peut prier Dieu seulement qu'il leur donne force et courage pour faire face à ces événements. Et surtout, qu'il y ait un dialogue et que les choses reprennent de bon pied en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, on revient chez nous avec bientôt aussi des élections, renouvellement des instances de votre parti, non? Oui, mais il y a des risques pour Eddy Komboïgo? Il y a des risques pour tout le monde. Est-ce que vous appelez risques? Les risques, c'est quoi en réalité? Et puis avoir encore une nouvelle rébellion à l'interne par rapport à la présidence du parti? Mais ce n'est pas c'est la vie normale d'un parti. C'est ça qui montre le dynamisme d'un parti. On est habitué. Donc, pour nous, c'est ça qui montre le dynamisme. Lorsque, dans certains partis, la majorité, vous réduisez les gens au silence, le jour où ça va exploser, ça explose. Voilà. Nous avons la latitude, nous faisons des réunions de 5, 6, 7, 8 heures, parce que nous avons envie que tout le monde parle au niveau de nos instances. Est-ce qu'il y a vraiment la démocratie chez vous à l'interne? Certainement. Quand vous discutez avec certains militants, donnez-moi un seul nom. Et ça me dit le contraire. Donnez-moi un seul nom. J'ai l'impression que Eddy Komboïgo dirige le parti des mains de maître, des mains de fer. De me donner un seul nom, M. Guébré. Vous voyez que vous n'en pouvez pas. Avançons. Je ne vais pas les exposer. Ah non. Encore vous pouvez les exposer, vous ne les exposez pas du tout. Ceux qui nous ont combattus l'année dernière, vous les connaissez? Ce sont ceux qui, à la fin, ont appelé à voter un autre candidat. Et qui se retrouvent aujourd'hui la majorité honteusement. La vie continue des plus belles. Et je crois que c'est une dynamique démocratique. Et on ne peut pas empêcher que telle ou telle personne pense autrement que soi. Mais ce qui est bon, c'est que dans chaque parti, il y a des textes. Des textes qu'on appelle un règlement intérieur et des statuts. Il faudrait que chacun respecte le statut et les règlements intérieurs et revendique ses droits dans le cadre de ces statuts et règlements intérieurs et contribue dans le cadre de ces textes et règlements intérieurs. Et lorsque on tranche une question, on avance. D'accord. Pour terminer, on revient aux perspectives au niveau du CFOP. On a l'impression que opposition, syndicats, société civile, a l'impression que finalement, le MPP, sa grosse machine aujourd'hui, a réussi à tuer le contre-pouvoir. Je vous ai dit. Certains Burkinabés, certains analystes finissent par penser qu'on est en train de rentrer dans une ère de démocratie consensuelle. Monsieur Guébré, notez-le aujourd'hui, ce n'est qu'une impression. Ah oui? Avançons, ce n'est qu'une impression. Parce que ceux qui pensent être sûrs d'avoir maîtrisé leur opposition ou leur syndicat, mais ce n'est qu'une impression. Vous savez, dans nos pays, là, dans nos démocraties, on sait ce que c'est. Moins de une petite braise est partie et puis ça flamme. Nous voulons éviter tout cela. Nous souhaitons que l'intelligence habite le président Roch-Marc Christian Kaboré, qu'il continue la concertation, et aussi bien de l'opposition comme des partis, des syndicats. J'ai dit qu'un gouvernement ne devrait pas être aussi rigide dans les négociations sociales au point de pousser des leaders syndicaux de démissionner. Nous restons solidaires. Comme le cas de Bassol Mabazia. Comme vous l'avez dit, son nom, c'est honteux pour un pays. Non, c'est inédit. Remonter les années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois. C'est triste. Un duel peut-être 2025 en perspective, Bala Alassane Sakandé et Eddy Komboïgo, vous en rêvez? Hypothétique. Encore faut-il que nous y soyons. Vous n'y pensez pas pour l'instant, 2025? Mais attendez, nous sommes en train de vivre déjà nos problèmes. Il y en a tellement, il y en a énormément. Il y a l'insécurité à nos frontières. Le président Roch-Marc Christian Kaboré n'a toujours pas trouvé une solution. Nous lui avons demandé de se positionner. Est-ce qu'il négocie, il ne négocie pas? C'est ce qui importe. Justement, le journal L'événement pense que ça a négocié, justement. Bon, alors, il faut qu'il ait le courage de le dire. L'exécutif, on le nie. Mais il faut qu'il ait le courage de le dire.
le Premier ministre dit qu'il négocie. Lui, il dit qu'on ne négocie pas. Nous voulons savoir quelle est la politique de l'État par rapport à cette recherche de paix dans nos frontières. Il faut qu'on sache. Le peuple a besoin de savoir. Il y a la pandémie. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura le vaccin. Est-ce que le vaccin est bon, le vaccin n'est pas bon. Vous voyez, vous pouvez parler de 2025. Je ne sais pas. Il y a d'autres choses. Il y a le chômage. Il y a nos femmes, nos braves femmes qui n'ont pas de revenus. Il y a les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Il y a l'économie qui est à terre. Il y a que nous n'avons pas de bons trains au Burkina Faso. Il y a que les routes ne sont pas faites. Il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de projets. Il y a des choses qui sont faites quand même. Lesquelles? Vous regardez Ouagadougou aujourd'hui, il y a de nouvelles routes. Est-ce que c'est ça qui crée le développement? Est-ce que faire une petite route entre votre maison à Gongé, qui rejoint Gongé, je ne sais plus, à Pissi, c'est ça le développement? Non, vous avez une vision. Si tel est le cas, vous et que le gouvernement Roch-Marc Christian Kaboré, vous avez une vision étriquée de ce que c'est que le développement. Moi, je ne vois pas ça de cette manière. D'accord. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.